Le podcast de la CPTS Paris 8. Delphine Ingremot, tu es cardiologue à l'Institut Mutualis Montsouris et on va parler sommeil, ou plus exactement, on va parler d'une pathologie particulière du sommeil qui est le syndrome d'apnée du sommeil. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est une pathologie qui est assez fréquente, qui va toucher environ 4% des hommes et 2% des femmes, et qui est très symptomatique et qui va entraîner des troubles de la vigilance dans la journée. Une fatigue aussi Alors, ce qui va nous orienter un petit peu vers le syndrome d'apnée du sommeil et ce qui peut alerter, c'est quelqu'un qui va dormir et le matin au réveil, il va être très fatigué. Finalement, malgré une nuit de sommeil qui semble assez longue, la personne va se réveiller le matin en se disant je suis plus fatiguée qu'hier soir, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça va être un des premiers symptômes. Et ensuite, ça va être durant la journée, c'est des personnes qui vont finalement avoir des symptômes en lien avec un manque de sommeil, alors qu'ils ont l'impression d'avoir bien dormi. Donc surtout, somnolence, tendance à s'endormir dans des lieux inappropriés. Donc on s'endormir en réunion, en attendant les transports, dans la salle d'attente du médecin, au restaurant. Enfin, des situations qui ne sont pas normalement faites pour dormir. Et surtout, le principal risque, ça va être de s'endormir au volant. Effectivement, et avoir un accident. Est-ce que cette pathologie touche des gens particuliers ? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque pour avoir un syndrome d'apnée du sommeil ou ça peut toucher absolument toute la population ? Alors, on va avoir un profil de patients qui vont être plus favorables pour présenter cette pathologie. En général, c'est les hommes. Les hommes qui vont avoir un peu plus de 50 ans et surtout qui vont être en surpoids ou obèses. Ça va être ce profil-là en particulier. Mais finalement, si on n'appartient pas à cette catégorie, on peut aussi présenter du syndrome d'apnée du sommeil. Donc finalement, on ne peut pas non plus l'exclure chez une jeune femme qui n'est pas en surpoids. Enfants, je crois. Et même chez les enfants qui... Là, ça va être en lien avec une hypertrophie amygdalienne chez les enfants, surtout de 5 ans. Jusqu'à l'âge de 5 ans, c'est là où vraiment on a beaucoup d'enfants qui peuvent présenter, environ 4% aussi des enfants vont présenter un syndrome d'apnée du sommeil. Alors, comment on fait pour faire le diagnostic finalement ? Alors, le diagnostic, ça concerne le sommeil. C'est syndrome d'apnée du sommeil, c'est quand on fait des apnées pendant le sommeil. Donc, apnée, c'est dans le nom, on arrête de respirer. Ou alors, il y a aussi les hypopnées, où alors on respire, mais de manière moins importante. Donc, ce qu'il va falloir étudier, c'est le sommeil. L'examen le plus courant et le plus facile à mettre en place, ça va être la polygraphie ventilatoire nocturne. C'est un examen qu'on peut faire soit dans un cabinet en ville, soit en milieu hospitalier, où vous venez en fin de journée, on vous équipe avec tout un tas de capteurs qui vont mesurer l'oxygène dans le sang, la respiration, les ronflements, le débit ventilatoire par le nez, et vous rentrez chez vous, dormir avec tous ces capteurs. L'objectif, c'est de passer une nuit normale, et le lendemain, rapporter l'appareil au centre qui vous a posé la polygraphie pour que le médecin puisse l'interpréter. Alors, les montres connectées maintenant peuvent donner à la fois la fréquence cardiaque et certaines peuvent donner aussi la saturation d'oxygène dans le sang. Est-ce que ça peut être un moyen de dépister ou de soupçonner un syndrome d'apnée du sommeil ? Alors, ça peut être un assez bon moyen de dépistage parce que c'est vrai que quand on fait des apnées ou des hypopnées, on va donc avoir une moins bonne ventilation et donc un taux d'oxygène dans le sang qui va diminuer progressivement. Les montres connectées vont elles aussi capter ce taux d'oxygène et quand elles voient que plusieurs fois dans la nuit, on a le taux d'oxygène qui diminue, ça peut être un petit élément d'appel vers l'apnée du sommeil. Après, des fois, ça peut aussi être une mauvaise mesure si la montre est mal fixée ou peut y avoir d'autres pathologies, notamment pulmonaires, qui vont expliquer que le taux d'oxygène dans le sang peut être bas pendant la nuit. En tout cas, c'est un moyen déjà d'attirer l'attention du patient sur ça.
Alors, si on est en surpoids, plus de 50 ans, qu'on s'endort dans des lieux inappropriés et que notre montre nous met des petites alertes, oui, là, je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller consulter. Alors justement, cette fatigue, elle est vraiment liée à la sévérité de l'apnée ou non? Alors, en fait, l'apnée du sommeil, j'ai commencé à vous dire qu'on arrêtait de respirer ou on respirait moins pendant la nuit, le taux d'oxygène va diminuer et finalement, il faut quand même faire quelque chose pour que la ventilation se remette en route. Et comme quelqu'un qui vous donnerait un coup de coude pour vous dire «Eh oh, il faut respirer», finalement, votre cerveau qui est en mode veille, lui, il va se rendre compte que le taux d'oxygène baisse et il va vous envoyer une petite décharge qui va vous faire un micro-réveil. C'est-à-dire qu'on va quitter le sommeil de profond où on est et se retrouver un sommeil un petit peu plus superficiel pour permettre de relancer cette ventilation. Et ces micro-réveils vont venir fractionner le sommeil, ce qui explique principalement cette fatigue. C'est-à-dire que même si on a dormi beaucoup, on va avoir un sommeil qui est très fractionné par ces micro-réveils pour relancer la ventilation. Et donc, oui, il va y avoir, c'est ça qui explique la fatigue. Alors, je crois qu'il y a plusieurs types d'apnée, c'est-à-dire que là, par exemple, je peux m'arrêter de respirer, Mhm. ok, mais je peux aussi m'étouffer. Alors, parce qu'on parle souvent que les gens qui ronflent beaucoup font de l'apnée. Alors, d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ronfleur fait de l'apnée? Et que le ronflement peut s'expliquer par la langue qui tombe au fond du pharynx ou autrement, je ne sais pas. Mais, et donc, on distingue deux types d'apnée, je crois, l'obstructive et les centrales. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus? Alors tout à fait. Il y a deux types principaux d'apnée du sommeil. Donc l'obstructive. Alors l'obstructive, quand on respire, on a l'air qui passe derrière la langue. Ça s'appelle le pharynx. Et c'est un endroit où c'est que des tissus mous. Il n'y a pas de dose pour maintenir bien ouvert cette cavité. Et finalement, si ces tissus mous sont un petit peu plus hypertrophiés, un petit peu plus gros, infiltrés par de la graisse notamment, d'où c'est favorisé chez les personnes en surpoids, ou si on prend un myorelaxant comme l'alcool qui va favoriser le relâchement de ces muscles ou un médicament qui va favoriser ça, ben finalement ces muscles vont avoir tendance un petit peu à se resserrer et à diminuer l'espace au niveau du pharynx où passe l'air. D'où le ronflement. Donc voilà, si on diminue l'espace où passe l'air, va y avoir plus d'air qui va devoir passer plus vite. Ça va faire vibrer ce muscle mou qui finalement va créer le ronflement. Donc le ronflement fait partie d'un des symptômes de l'apnée du sommeil obstructive. Par contre, c'est pas parce qu'on ronfle qu'on fait forcément de l'apnée du sommeil. C'est vrai on peut avoir un ronflement sans pause respiratoire associée. D'accord. Il y a des ronflements peut-être qui sont liés sur la partie avant du nez, Oh, notamment au niveau des sinus ou du voile du palais. voilà, c'est ça. Et donc souvent, c'est l'ORL qui, quand il va faire un bilan de ronflement, va orienter pour vérifier qu'il n'y ait pas d'apnée du sommeil. Mais des fois, ça peut être lié à une autre pathologie. Et Alors, dans certains cas, là, tu as parlé de la polygraphie, mais dans certains cas, on fait une polysomnographie. C'est quoi ça encore? Alors, la polysomnographie, c'est un peu plus impressionnant et un peu plus complexe. On va, en plus des capteurs pour enregistrer la respiration, on va mettre des capteurs sur le crâne pour enregistrer les stades de sommeil. Et c'est vrai que souvent, on a nos montres connectées encore qui nous disent si on a fait du sommeil lent, du sommeil profond, du sommeil paradoxal. Là, pour le coup, j'ai un peu plus de mal à valider ce que va nous délivrer nos montres parce que nous, c'est vraiment avec des capteurs sur le crâne qui vont enregistrer les ondes émises par le cerveau pendant le sommeil. Et c'est ça qui nous permet de déterminer à quel stade de sommeil, si on a fait assez de sommeil profond récupérateur, si on a fait du sommeil paradoxal. Est-ce que tu peux nous redire les différentes phases de sommeil, justement, à quoi elles correspondent? Alors, quand on s'endort, on va avoir un sommeil très léger et très vite, on va aller dans le sommeil lent profond, qui va être le principal sommeil récupérateur, qu'on va avoir principalement en première partie de nuit. Le sommeil se découpe en cycles. Les cycles de sommeil durant la nuit durent 90 minutes et qui vont se répéter plusieurs fois dans la nuit. En fin de nuit, on va avoir plutôt une prédominance de sommeil paradoxal qui va être celui plutôt des rêves. C'est celui où on bouge les yeux, c'est ça? Voilà, c'est celui où il y a les mouvements oculaires rapides. D'accord.
Et c'est un moment où le rêve est le plus présent. Où on s'en rappelle le mieux. Plus exactement, d'accord, parce que c'est juste après qu'on se réveille, hein, en gros. En général, oui. Et alors les apnées, pour prendre les apnées obstructives, par exemple, c'est plutôt en début de nuit, en fin de nuit, c'est quand? Alors, les apnées obstructives, elles vont être un petit peu partout. C'est vrai que pendant le sommeil paradoxal, la commande ventilatoire est un petit peu plus perturbée, donc on en fait peut-être un petit peu plus à ce moment-là. Mais c'est plutôt un facteur positionnel. C'est quand on est sur le dos, souvent. Parce qu'en plus d'avoir cet resserrement au niveau des pharynx des différents muscles, on va avoir la pesanteur avec la base de langue qui va en plus obstruer ce pharynx. Et donc, c'est vrai que souvent, c'est plutôt sur le dos qu'on va en présenter. Alors, l'apnée centrale, elle, c'est la commande, c'est ça? C'est-à-dire, je Alors l'apnée décide, hein. centrale, voilà, on n'en a pas parlé tout à l'heure. L'apnée centrale, c'est plus au niveau de la commande ventilatoire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous fait respirer? C'est parce qu'on a du gaz carbonique qui s'accumule, parce qu'on manque d'oxygène. Et donc, quand on va faire des apnées centrales, c'est plus une obstruction au niveau des voies aériennes supérieures, mais plus le cerveau qui n'envoie plus l'information qu'il faut respirer parce qu'il y a une perte de sensibilité au niveau de capteurs du gaz carbonique ou de l'oxygène. Et ça, c'est lié à quoi? Alors, ça peut être lié à une pathologie neurologique, si on a fait un AVC, si on a une tumeur au niveau du cerveau. Après, ça peut être lié à de l'insuffisance cardiaque, parce que l'insuffisance cardiaque va entraîner un défaut de débit circulatoire, et donc ça peut perturber ces centres respiratoires. Ça peut être une pathologie pulmonaire aussi, où on va avoir un déséquilibre de ce fameux gaz carbonique et oxygène, et des fois, on peut ne pas avoir de cause pour expliquer ça. On trouve pas toujours. Ça peut être des médicaments aussi, je suppose, hein. Des médicaments qui vont favoriser notamment les opioïdes. Et on peut avoir les deux. Apnée centrale et mixte, c'est possible. Et comment traite-t-on finalement ces apnées? Alors, si c'est des apnées obstructives, c'est un problème mécanique. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il va y avoir un resserrement au niveau du pharynx des différents muscles. On va faire comme une attelle pneumatique. Alors, c'est un peu difficile à imaginer, mais finalement, on va mettre une certaine pression d'air à ce niveau-là, qui va permettre de réouvrir ces muscles et d'éviter qu'ils viennent se collaber. Et alors, comment on va appliquer cette pression? C'est via une machine qui s'appelle une pression positive continue, ou CPAP, il y a différents noms, qui, via un masque qu'on met sur le nez ou le nez et la bouche, va venir souffler de l'air de la pièce. Ce n'est pas de l'oxygène. Et c'est à quelle pression? Une pression relativement forte ou... Alors, ça dépend de l'obstruction, mais oui, en général, on est autour de 10 cm d'eau. Donc, c'est une pression. On sent quand même que l'air souffle Ça bien. pousse. D'accord. Et ça n'empêche pas de dormir. Alors, chez ceux qui en ont besoin, non. Justement, au contraire, quand on la met, ils se sentent beaucoup mieux. Après, certaines personnes ont du mal à supporter. Donc là encore, ça dépend beaucoup des personnes. Et pour l'apnée centrale? Alors, pour l'apnée centrale, le premier, c'est de trouver la cause. Et donc, de traiter la cause de l'apnée centrale. Et après, si on n'a pas, suivant la sévérité, les symptômes associés, on peut mettre une machine qui va venir souffler l'air au moment où elle détecte qu'on ne respire plus pour suppléer cette absence de ventilation. D'accord. Donc, ce n'est pas une ventilation continue, du coup. Non, elle se met en route que quand nous, D'accord. on arrête de respirer. Très bien. Il n'y a pas de médication associée. On parle aussi de certaines orthèses pour essayer de maintenir la bouche dans une certaine position. Il y a des tas de petites choses qui sont vendues sur Internet un peu partout pour éviter de ronfler. Est-ce que tous ces dispositifs fonctionnent aussi? Alors oui, finalement, on va utiliser, en fonction de la gravité du syndrome d'apnée du sommeil et des symptômes, on va pouvoir utiliser différentes thérapeutiques. Donc, je vous ai parlé de la pression positive continue le plus courant. Il existe aussi l'orthèse d'avancée mandibulaire qui, elle, va faire une traction sur la mandibule qui va permettre de tirer un petit peu vers l'avant la base de la langue et permettre de réouvrir cette fameuse zone du pharynx qui se collabe. Après, chez les personnes qui vont faire surtout de l'apnée quand ils sont sur le dos, on va trouver des petits dispositifs qui vont être surtout pour éviter de dormir sur le dos, comme une balle de tennis qu'on met sur le dos et qui nous empêche de dormir sur le dos et qui peut être aussi un traitement possible. Et le principal traitement quand même qu'on n'a pas encore évoqué, ça va être la perte de poids. D'accord. Donc, quelqu'un qui fait de l'apnée peut trouver là une excellente motivation pour perdre du poids.
On voit clairement une régression des apnées chez les personnes qui vont perdre du poids et dans quelques cas même une normalisation de la respiration pendant la nuit. Donc ça vaut vraiment la peine de perdre du poids dans ce contexte-là. D'accord. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au nouveau traitement sémaglutide, par exemple, pour ces gens qui ont une obésité souvent assez importante et pour leur faire perdre du poids? Alors en même temps, il y a quelques obèses qui ne font pas d'apnée du tout. Alors ça existe, oui, ça dépend de la configuration locale au niveau des voies aériennes supérieures. C'est un facteur de risque quand on est obèse. Après, pour l'instant, les nouveaux traitements, ils ne sont pas encore validés dans ces contextes-là. Pour nous, en général, on passe le relais aux médecins qui prennent en charge l'obésité. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Delphine Agremot.